Le monde change et on n'y comprend rien de Julien Devorex, hôte et créateur du podcast Sismic, aux 4 millions d'écoutes. Et il se trouve que je suis, coïncidence incroyable, avec Julien Devorex. Salut Julien, merci d'être là. Salut. Je te mets la caméra dessus pour qu'on te voit. Voilà. Alors, d'habitude, dans chaque épisode, j'ai pas l'auteur, hein, donc j'explique, je parle un peu de l'auteur et je dis pourquoi j'ai choisi le livre. Mais aujourd'hui, tu es là. Donc, je sais pas comment on va faire. Je te propose que je dise quand même pourquoi j'ai eu envie de lire ton livre. Et puis peut-être je te passe la main après, si tu as envie de te présenter. Et puis, je veux bien que tu me dises pourquoi tu as eu envie de l'écrire aussi. Allez. Donc pourquoi j'ai eu envie de le lire ? En fait, j'étais hyper curieux de voir quelqu'un comme toi qui du coup s'est créé en fait une sorte de Julien Devorex Academy, parce qu'en fait tu invites plein de personnalités, plein d'experts, tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Et donc je me suis dit ça doit être hyper intéressant, quelqu'un qui a ton profil qui décide d'écrire un livre où il se dit moi je vais essayer de synthétiser le monde. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Et je sais pas si je peux te laisser réagir, rebondir là-dessus. Pourquoi toi, tu as eu envie d'écrire ça C'est toi qui guide. Hein. Si je te coupe la parole. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire ça ? Ouais, dis-moi. Première question. Ça m'a pris du temps à rentrer dans ces décisions d'écrire, parce que j'avais très peur du processus d'écriture. J'avais raison. C'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Tu m'étonnes. Pas mal de sacrifices. C'est plus une opportunité au départ. En fait, c'est l'éditeur qui est venu me voir en me disant tiens, t'as peut-être des trucs à écrire autour de tes épisodes. Tu sais, ils font ça beaucoup maintenant. Ils vont voir des podcasteurs, youtubeurs, et leur dire on prend les meilleurs épisodes, on les met dans un livre. Et moi, je voulais pas du tout faire ça. Ça m'intéressait pas. Et donc, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu forcé à réfléchir, à me dire tiens, qu'est-ce que j'écrirais, qu'est-ce que je pourrais écrire puisqu'on propose de me publier. Et je me suis dit que j'allais prolonger ce que je présente comme une enquête sur le monde, en fait. Et donc, à la fois, c'était l'opportunité pour moi de me replonger un petit peu dans tout ce que j'avais appris, via ces interviews et via aussi toutes les lectures que j'avais pu faire depuis 5 ans, au moment où j'écrivais le livre. Et puis, c'était l'opportunité d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de vraiment me poser tout ça. L'intérêt de l'écriture, c'est de poser les choses. Ça force à savoir ce qu'on pense et à savoir ce qu'on veut dire. Et voilà, et j'avais plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. D'une part, c'était certaines choses étaient floues. J'avais besoin de faire le point et de raccorder les morceaux. Et puis d'autre part, j'avais besoin de faire ma propre conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir, qui est un peu la dernière partie du livre, sur laquelle j'avais pas du tout réfléchi. Okay. Une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois qu'on a vraiment passé des heures à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'était intéressant pour moi de poser cette question-là. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de raccorder tous les morceaux. Et après, je sais pas si tu vas aller dans le processus créatif, mais en fait, ce qui est difficile au début, c'est de savoir quel est l'angle qu'on va prendre, où est-ce qu'on va limiter les choses. C'est-à-dire qu'au début, j'ai proposé un plan dans lequel j'ai essayé d'expliquer tout ce que j'avais appris. Mon éditeur m'a dit non mais ça fait beaucoup trop, ça fait 3 bouquins ton truc, t'as que 200 pages, il faut trouver un angle. Un essai, c'est un angle, il faut que tu aies un propos. OK. Et puis au final, j'ai fait exactement ça. C'est-à-dire que je suis parti à vouloir mettre un petit peu tout le fonctionnement du monde et expliquer l'époque dans un seul livre. Ce qui était ce que je voulais faire. Je voulais poser ça. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas du coup une proposition de simplification du monde comme on le voit souvent dans la plupart des essais. C'est-à-dire qu'un essai, souvent, ça va être... Normalement, tu es censé pouvoir le résumer en une phrase, en disant c'est les problématiques du monde. Tu vois, je prends toujours cet exemple de Harari, Yuval Noah Harari avec Sapiens, là, qui avait cartonné. Son bouquin, tu dis c'est l'histoire de l'humanité vue avec cette idée que ce sont les idées qui font le monde. Voilà. Et sa thèse, c'est les idées font le monde. Et il la défend, etc. Moi, ma thèse, j'en ai pas vraiment, c'est d'essayer de dire OK, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et j'ai trouvé cet angle qui est la métaphore du jeu. À quoi est-ce qu'on joue ? Quelles sont les règles du jeu, du monde qui nous emportent, qu'il faut comprendre pour comprendre cette époque ? Et c'est ça qui m'a permis de raccrocher tous les morceaux. Et donc, j'ai eu envie de poser ça et de proposer un petit peu cette manière de décrire le monde. D'accord. Donc on peut se plonger dedans alors, et je voulais te proposer de commencer je voulais commencer par une question un petit peu provoque, parce que
En effet, le titre, c'est voilà, le monde change et on n'y comprend rien, on n'y comprend rien. Mais si je veux jouer un peu les contradicteurs, euh, un individu politisé, par exemple, il va te dire qu'il comprend tout. Il va te dire qu'est-ce que je pense de l'immigration. Bah, sur l'immigration, j'ai raison. Sur le nucléaire, j'ai raison. Sur la finance, j'ai raison. Un religieux, il va te dire moi, tout ce qu'il y a à savoir, c'est dans mon livre religieux. Donc, j'ai très bien compris le monde. Euh, donc, juste pour être un peu provoque, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui seraient pas d'accord avec toi de prime abord, si tu leur disais qu'ils ne comprennent rien. Comment tu démontes un peu ça? C'est une question essentielle et c'est pour ça que j'ai choisi d'appeler le livre comme ça, hein. Un titre un petit peu provocateur en disant ok, on n'y comprend rien, parce que pour moi c'est le point de départ de toute démarche de description du monde. C'est vieux comme le monde, hein. Tu vois, j'ai cette citation que j'ai dans le livre de Socrate qui dit non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais les ignorants tu crois les savoir. Donc on voit que c'est pas cette idée de qu'on va appeler aujourd'hui euh, l'effet Denis Kruger ou le j'ai tout comprisme, en gros, l'effet de Denis Kruger, ça dit que dès qu'on commence à en savoir un petit peu sur quelque chose, on pense tout savoir. Ouais. Et donc on le vit tous, c'est-à-dire qu'on on a regardé une vidéo sur YouTube, on a pris le temps de lire un article et puis on arrive au dîner d'après et on dit voilà, c'est bon, c'est comme ça que ça se passe, j'ai tout compris et on se fiche d'une opinion assez rapidement. Et puis l'effet de Nick Kruger nous dit que plus on creuse, plus on se rend compte qu'en fait on n'a pas tout compris, qu'il y a de la complexité derrière. Et c'est vraiment en travaillant profondément un sujet on peut devenir légitime pour se positionner un peu comme expert en disant ok, j'ai quand même compris 2-3 choses. Et on est aussi, donc c'est tout ce que je passe beaucoup de temps à décrire, c'est un peu ma posture même dans le podcast, et ça correspond à la première partie du livre, c'est pourquoi on n'y comprend rien et comment faire pour mieux comprendre, quelles sont les méthodes. Donc il y a la question de la méthode qui est vachement importante et qu'on retrouve tout le temps dans la démarche philosophique, même dans la démarche scientifique, une réflexion sur comment on construit de la connaissance. Et ce dont on se rend compte, c'est que pour construire une bonne connaissance, il faut partir du doute. Il faut partir de cette idée, je sais que je ne sais rien, voilà, et donc partir de cette remise en question de nos propres opinions pour être capable de se mettre en posture d'écoute, pour être capable de se dire que l'autre a quelque chose à nous apporter et que son point de vue, finalement, est aussi valable que le nôtre, et en essayant de comprendre pourquoi il voit ce qu'il voit. Alors, in fine, tous les points de vue ne se valent pas. Il y en a qui sont plus ou moins proches de la vérité. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre quelles sont les croyances, d'une part, quelles sont les croyances, les lunettes que la personne porte pour regarder le monde, c'est-à-dire quel est son vécu, pourquoi elle pense qu'elle pense, et puis quelles sont les informations qu'elle a eues pour pouvoir penser ce qu'elle pense. Et souvent, on se rend compte que quand on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est a priori qu'on n'a pas eu les mêmes infos, souvent, ou qu'on n'a pas eu la même éducation, ou qu'on n'a pas eu le même vécu, etc. Et c'est quelque chose dont j'essaie toujours de me rappeler, c'est que finalement, il y a sur la plupart des sujets, il y a des positions relatives qu'on peut avoir, et donc personne n'a totalement tort, totalement raison. Je cite Schopenhauer, c'est nous ne reconnaissons pas les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais comme elles nous paraissent. C'est-à-dire que ça a aussi une prise de distance par rapport à la notion de réalité qui est importante. Et donc c'est intéressant pour moi de poser ça, de dire ok, rendons-nous compte qu'en fait on n'y comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose à pourquoi on pense qu'on pense, parce qu'on a une partie inconsciente, parce que on ne sait plus où on a vu telle information. On se rend pas compte qu'on est nous-mêmes dans des bulles d'information, qu'on est manipulé par les réseaux sociaux, qu'on est manipulé par les médias, qu'on est manipulé qu'on pense comme les gens qui sont autour de nous, etc., etc. Et puis, donc on ne sait pas pourquoi on pense qu'on pense. Et puis par ailleurs, on est confronté à une immense complexité. Et il y a plein de choses qui justifient ça. Qui justifient qu'on n'arrive pas à percevoir cette complexité. D'une part, nos sens sont limités. On voit pas tout, on n'entend pas tout. Donc ça, c'est plus pour ça qu'on ne comprend pas la physique du monde à moins de s'outiller de certaines choses. Et puis, on est condamné à n'avoir qu'un angle de vue, comme j'ai dit. Nos sens ne nous montrent que ce qui existe devant nous.
Donc le monde pour moi, maintenant, à ce moment-là, ma réalité, c'est de parler avec toi dans cette pièce-là. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la pièce d'à côté, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le pays plus loin. C'est ma réalité à moi, ça c'est mon monde. Donc je ne comprends pas l'ensemble du monde. Et d'autre part, on a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui font que même quand on a accès à une information, on la filtre, on la déforme et on l'interprète d'une manière qui n'est pas totalement juste. Donc à partir du moment où on sait tout ça, et c'est important d'expliquer, et c'est pour ça, encore une fois, j'ai 100 pages là-dessus dans le livre, on prend inévitablement du recul sur le fait qu'on a toujours l'impression d'avoir raison. Et une fois qu'on a du recul là-dessus, on se dit peut-être qu'en fait je n'ai pas tout vu, peut-être que je n'ai pas tout compris. Ça nous permet un petit peu de retenir nos certitudes. On a besoin de certitudes, on a besoin de simplifier les choses pour avancer, mais on peut le faire en se disant ok, je fais ce choix de figer le réel ici et maintenant, mais ce n'est pas la totalité du réel, et ce n'est que ma perception des choses. Tu sembles quand même dire que du coup, quelque part, il y a une différence dans la qualité des lunettes en fonction des gens. Est-ce qu'il n'y a pas du coup des gens qui ont une correction avec 15 dioptries et je sais pas, des gens qui ont juste une légère correction quand même. Bah, ça dépend de quoi on parle en fait. C'est-à-dire que sur les sujets, sur le vécu d'une personne par exemple, qui va te raconter une situation qu'elle est en train de vivre. Je sais pas, elle te dit ah ben en ce moment ça se passe pas bien dans mon couple, t'as dit da, da, da. Là c'est très difficile de juger la qualité de la perception parce que c'est comme de dire tu as tort d'avoir peur. On dit souvent ça à ses enfants, tu dois avoir peur. Bah, oui, mais en fait, c'est une émotion qui est vécue par la personne. Même si tu mets une couche de rationalité dessus, tu peux pas vraiment dire ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles la personne a peur, par exemple pour laquelle, tu vois. Donc il y a plein de fois en fait où ton vécu t'appartient et finalement c'est difficile de juger si tu as tort ou as raison de voir ça. Après, il y a des sujets sur lesquels on peut essayer d'utiliser notre raison commune pour se dire ceci est vrai ou non. Il y a des faits. Je sais pas, tu prends une foule. Tu vois, il y avait la question quand Donald Trump a été élu, qu'il avait fait son discours d'intronisation. Il y avait tout un débat sur. Lui disait il n'y a jamais eu autant de monde pour écouter le discours d'un président. Et on montrait les images où la pelouse était à moitié vide. Donc tu te disais ok, en fait, c'est très bizarre. Est-ce que vraiment on est dans un défaut de perception? Est-ce qu'il nous manipule, etc. Ouais, c'est pas que du vécu. Tu as des sujets là. quand même. Ouais, non, mais tu as des sujets sur lesquels on est censé pouvoir établir une forme de vérité. Et là, et c'est tout le sujet d'ailleurs de tout le projet de la science, c'est d'essayer d'établir des règles qui fonctionnent, de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, j'ai un verre, si je le lâche, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il va tomber. Voilà. Et puis au bout d'un moment, on a des perceptions communes qui font qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qui est vrai ou non. Et là, je ne rentre pas dans un débat philosophique sur la nature de la vérité, la nature de la matière, etc. Parce qu'en fait, dès que tu commences à creuser, tu te rends compte que même ça, c'est pas forcément si simple de décrire les lois de la nature. Mais toujours est-il qu'il y a une connaissance qui est effectivement plus juste qu'une autre connaissance qui va être plus fausse. Donc effectivement, si je te dis ce verre, non, ce verre, il va rester en place, etc. Voilà, on va se mettre d'accord parce qu'on l'a observé. Et en fait, c'est une connaissance qu'on acquiert avec l'expérimentation, l'observation, avec nos sens, et puis avec notre compréhension de certaines règles donc, qui ont fonctionné. Mais en fait, même là-dessus, et on s'en rend bien compte alors qu'on est rentré à l'ère de la post-vérité, où même la vérité devient presque relative, parce que finalement, ça dépend quelle source d'information on va regarder, et à partir du moment où on parle du monde qui est extérieur à nos sens, on est obligé de passer par des tiers de confiance, puisqu'on n'a pas accès directement à ce qui se passe, par exemple, à l'autre bout du monde, on est obligé de croire ce qu'on nous dit. Ben, on se rend compte que même la discussion autour des faits n'est plus si simple. Et donc ça nous fait rentrer dans autre chose de très compliqué. Je te prends l'exemple d'un sujet sur lequel j'ai pas mal traité, qui va être le réchauffement climatique. Ok. Tu peux avoir la certitude absolue que ça arrive et que c'est lié à l'humanité, etc. Moi, j'ai la certitude. Comment j'ai acquis cette certitude? Parce que j'ai décidé
de faire confiance au rapport du GIEC. Ok. C'est un tiers de confiance, je décide de lui faire confiance parce que j'estime, après avoir creusé le sujet, que ça fait sens, que ça me paraît logique, que ça serait bizarre qu'il y ait un complot impliquant 30 000 scientifiques du monde entier, donc il y a plein de trucs, etc. Mais même sur ce sujet-là, tu dis, tu es condamné à décider de faire confiance et à faire un pari. Ouais. Et tu vas avoir des gens qui vont dire, mais non, regarde, en fait, il y a des intérêts, c'est pas tout à fait ça, etc., qui ont vu d'autres informations qui viennent corroborer certaines de leurs croyances de départ, et donc qui ne sont pas d'accord sur le postulat de départ, qui est, on peut faire confiance à ces gens-là. Et là, tu te retrouves dans un discours qui est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas si simple de savoir si mes lunettes à moi sont meilleures que les tiennes, sont meilleures que celles de gens qui ne sont absolument pas d'accord avec moi. En fait, sur beaucoup de sujets, c'est compliqué. Il y a des sujets qui sont notamment des sciences dures sur lesquels c'est plus facile parce qu'il y a l'expérimentation, parce qu'on voit. Et encore, tu vois que souvent, il y a des débats au sein des scientifiques, il y a sur quand est-ce que l'expérience a été bien faite, etc. Mais bon, c'est à ça que sert la méthode scientifique. C'est à douter collectivement et à avoir un processus qui permet de remettre en question l'affirmation de quelqu'un de manière collective. Mais surtout, ce qui va être information, surtout ce qui va être pourquoi les choses arrivent dans la société, pourquoi telle personne fait ci et ça, c'est très compliqué en fait de savoir exactement ce qui se passe. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus de travail que ce qu'on veut bien penser. Et un des drames qu'on a aujourd'hui, c'est que là où avant, si tu veux, la parole de quelqu'un qui se positionnait sur un sujet était inévitablement suspendue parce qu'il fallait prendre le temps d'écrire, parce qu'il fallait prendre le temps d'aller chercher un haut-parleur, pour pouvoir s'exprimer dans un journal, parce qu'il fallait avoir été choisi, etc. Aujourd'hui, elle est immédiate. Tout le monde peut s'exprimer grâce à la technologie sur n'importe quel sujet, et les gens le font sans avoir pris le temps de digérer quelque chose. Et donc, ça crée une espèce d'énorme confusion avec des avis divergents dans tous les sens, des gens qui ont été à un même endroit, qui n'ont pas vu la même chose. Donc, tu vois, on s'accorde pas sur le fait. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes biais, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait avec le même angle de vue, etc. Des gens qui n'y étaient pas et qui s'expriment parce qu'ils pensent qu'ils ont tout vu, tout compris. Et chacune de ces personnes qui s'expriment va en plus trouver une chambre d'écho. Va avoir en ligne des gens qui pensent comme eux, qui vont leur faire penser que leur avis est légitime. Donc on est dans cette espèce, et c'est un des trucs qui définit le plus l'époque, c'est qu'on est dans cette confusion généralisée sur entre l'opinion et la réalité. Et question peut-être un peu perso, est-ce que toi, si tu devais donner des éléments, si tu devais décrire un peu les lunettes que toi tu portes, est-ce que tu aurais quelques illustrations à donner? Parce que par exemple, moi en lisant ton livre, en fait, je me suis fait la réflexion. Moi, j'ai remarqué que j'avais un subconscient, je sais pas si c'est le bon mot, de droite, quoi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps, il aime bien l'ordre. Et tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une bêtise aux infos, j'ai quelque chose dans ma tête qui crie et qui fait ah c'est bien fait, il avait qu'à pas faire de bêtises. Et c'est vivide pour moi maintenant que j'y fais attention. Je sais pas si toi t'as identifié aussi quelques points comme ça intéressants que tu pourrais donner en exemple chez toi au niveau des lunettes que tu portes. Bon, alors déjà, c'est une bonne chose d'essayer de défricher ça, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une meilleure connaissance de ses propres fonctionnements. Ouais. Déjà de savoir que on a des biais, que on n'est pas rationnel. Tu vois, un des bouquins que j'avais préféré, qui avait été un révélateur pour moi, c'était Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je crois que c'est Système 1, Système 2 en français. Ouais. Il parle justement de tous ces biais cognitifs, qui était un des précurseurs sur ces sujets-là. Et ça m'avait fait prendre une prise de recul justement sur mes propres lunettes et sur ma propre non-rationalité qui était assez troublante. Donc c'est se rendre compte que finalement on ne fonctionne pas et que la plupart de nos décisions sont prises de manière totalement intuitive, inconsciente, en dehors de la raison, et que en fait
on ajoute une couche de justification raisonnable a posteriori. Presque sur toutes nos décisions, y compris sur nos décisions importantes. Ouais, J'ai fait ça, mais après, oui, c'était logique, évidemment, que parce qu'on ne supporte pas, en fait, d'être irrationnel. Alors que, bien souvent, justement, on ne sait pas vraiment pourquoi on prend telle ou telle décision. Et c'est pas facile, en fait, de découvrir ses propres biais. Il y a des biais qui sont communs à tous, hein, donc les biais cognitifs identifiés, avec tu vois, qui fait qu'on pense comme le groupe, qui fait que si quelqu'un nous plaît physiquement, on va avoir tendance à lui faire plus confiance, qui fait que quand on voit une information qui vient confirmer quelque chose qu'on pensait déjà, on va beaucoup mieux la retenir qu'une information qui vient affirmer. Enfin, il y a des tonnes de biais. Le biais du survivant qui pense que puisque nous, on a réussi à faire quelque chose alors que ça correspond à une règle commune à tous, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, c'est en s'observant, c'est identifier des biais qui nous sont propres et qui vont être liés à d'où on vient, notre propre éducation, notre genre, notre couleur de peau éventuellement, selon où on a grandi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc moi, mes biais, j'essaie de les identifier. Ils sont, voilà. Et puis il y a aussi l'humeur. Il y a aussi l'humeur dans laquelle on est à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va pas réagir de la même manière selon que on est de bonne humeur, de mauvaise humeur, selon qu'on a faim ou non. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est hallucinant. Moi, j'ai des biais qui correspondent à l'éducation que j'ai eue, qui est une éducation de classe moyenne française, qui a grandi en banlieue parisienne. Voilà, et puis, ça s'est ajouté à ça, certainement, le fait que j'ai pas mal vécu à l'étranger en étant depuis que j'ai 20 ans. Donc, ça m'a corrigé certains biais franco-français et ça fait que j'ai des biais certainement d'expat. Tu vois, quand je vais juger ce qui se passe en France, j'ai des biais certainement d'une personne qui a pas de problème d'argent, tu vois, qui a jamais eu faim, qui a jamais galéré et qui donc va avoir tendance je suis obligé de me corriger effectivement comme moi pour ne pas juger trop vite quelqu'un qui a pas eu la même chance que moi. Tu vois, moi j'ai pas grandi dans une famille spécialement élevée, mais classe moyenne normale, tu vois, sans problème, où j'ai jamais de soucis pour faire des courses. Et j'ai le biais aussi de quelqu'un qui vieillit. C'est-à-dire que, comme tu dis, plus on vieillit, justement, tu sais, c'est ce truc, plus on vieillit, plus on va à droite. Parce que c'est ça, plus tu vieillis, plus tu commences à mettre un petit peu d'argent de côté. Tu vois, j'ai un petit studio à Paris. Donc j'ai le biais du propriétaire qui dit, mais quand même, les gens qui payent pas leur loyer, c'est pas bien. Tous ces trucs-là. Et donc, donc ça te fait réagir comme ça à une information différemment de quelqu'un qui n'est pas dans la même situation. Donc j'essaie d'en prendre conscience. Donc je vais pas te lister tous mes biais, mais j'en ai plein. Papa, père de famille, de filles. Enfin, c'est inévitable en fait. C'est inévitable. Et effectivement, tu parles de trucs de l'ordre. Bon, je sais pas, quelqu'un qui s'est fait emmerder 2-3 fois dans la rue à Paris, il va avoir son biais pour l'ordre qui va se développer. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui ne s'est jamais fait embêter. Tu vois, tu as aussi des choses qui t'arrivent qui vont faire que si tu as été victime de racisme, j'imagine que pareil, tu as ton biais de perception qui va t'orienter dans ce sens-là par rapport à quelqu'un qui est noir et qui a moins subi le racisme. Tu vois, c'est en fonction de ton vécu, d'où tu viens, etc. Donc, tu as tout un tas de choses qui viennent ajouter ça. Le but, c'est d'essayer de les connaître de plus en plus et d'essayer de s'en méfier, même si c'est totalement imparfait. Mais et moi, ça m'aide beaucoup de faire ce podcast parce que ça m'oblige à me mettre en posture de non-jugement, d'écoute, y compris avec des gens avec qui je suis pas forcément d'accord. Et de me mettre dans cette posture d'interview, c'est un exercice qui dure 1 heure, 1h30, ce qui est intéressant. Et je le vois quand je ne suis pas dans cette posture, je vais pas du tout réagir de la même manière à un même propos. Je vais être beaucoup plus assertif, beaucoup plus vite. Je vais dire non, tu te trompes. Enfin, à chaque fois que je m'engueule avec ma femme, tu vois, j'ai pas du tout la même posture que dans une interview. T'as pas la même prise de recul. Tu laisses moins parler, tu coupes la parole, tu dis mais si c'est comme ça, et puis après tu te gourres, tu reviens 1 heure après dessus en disant ouais c'est vrai, t'avais raison. Voilà. Et Dag, c'est cool d'avoir un peu des exemples, ça donne un peu de relief au concept. Et si maintenant on va un peu plus loin dans le livre et qu'on parle du terrain de jeu, donc la Terre, voilà, tu discutais un moment avec Noam Chomsky des risques existentiels.
Mais encore une fois, je vais faire le contradicteur, c'est-à-dire que Homo sapiens, lui, il est là depuis 200 000 ans. Une espèce, un mammifère, en général, c'est 1 million d'années. Pourquoi ? On peut argumenter aujourd'hui que ça sent pas bon et que peut-être que ça risque de s'arrêter prématurément, l'aventure Homo sapiens. Enfin, c'est quoi, selon toi, les risques existentiels à plus forte probabilité ? Je crois qu'il parle de 3 risques. Lui, il parle de 3 quand risques. j'avais posé la question, ouais. Et j'ai repris ça dans mon livre parce qu'il me semblait pertinent. Tu en as un qui est en gros le risque écologique. On pourrait y revenir. Tu en as un autre qui est tu en as un autre qui va être lié au risque nucléaire, de guerre nucléaire. Donc les deux étant l'un plus lentement que l'autre, mais en gros qui correspondent à ce que je vais appeler la destruction du terrain de jeu. On pourra revenir sur cette métaphore du jeu, pour que je l'explique peut-être, mais cette idée que en fait nous sapiens, nous sommes une espèce qui joue au jeu de la vie sur Terre, de même que toutes les autres espèces qui sont en compétition pour des ressources pour pouvoir continuer de jouer, et que nous, en tant qu'individus, on est aussi pris à l'intérieur de notre petit jeu, du jeu de la société, voilà, et ensemble, c'est le jeu de la civilisation. Je pourrais développer après, mais et on fait ça sur une planète qui s'appelle la Terre et qui est un peu notre terrain de jeu, qui ne nous appartient pas, mais sur lequel on passe tout notre temps, et on est contraint par les règles de la physique, qui sont les règles du jeu de ce terrain-jeu dans cet univers-là. Et il se trouve que donc la première menace est la menace écologique, qui est en train de déstabiliser certaines dynamiques du terrain de jeu. Le terrain de jeu qui était très stable devient instable. On pourra y revenir. Tu as l'éventualité d'une guerre nucléaire, puisqu'il y a encore plusieurs dizaines de milliers de têtes nucléaires en circulation, on va dire, disponibles, et qu'il en faut juste quelques-unes pour détruire les conditions d'habitabilité de la planète, et qu'elles sont en stock. Donc, et comme on est des humains imparfaits, tu peux dire ça peut quand même arriver. Et puis on voit qu'avec ce qui est en train de se passer avec des puissances nucléaires qui sont en guerre dans la Russie, ça, tu sais pas. Et puis la troisième, je crois qu'il décrit, c'est la perte en fait de notre capacité à raisonner collectivement. En gros. Je sais plus comment effondrement du discours rationnel. Ouais. Voilà, l'effondrement du discours rationnel. Donc ça revient sur cette idée aussi d'ère de la post-vérité, c'est-à-dire qu'on a l'air plus capable de s'accorder collectivement sur ce qui est vrai et sur ce qui est raisonnable, et on n'a pas les instances pour le faire, et individuellement on voit que la capacité à raisonner, à avoir de l'attention sur les sujets s'effondre. Donc en gros on a des enjeux dont l'importance augmente, avec un tic-tac qui se rapproche de minuit à l'horloge de la catastrophe, qui est une horloge qui existe d'ailleurs. Et dans le même temps, on a une capacité à résoudre des problèmes complexes qui a l'air de s'effondrer. Donc, moi, j'ai essayé de regarder pourquoi ça arrive. Essayer de comprendre, quels sont il y a clairement un danger, tu vois, qui est exprimé comme ça, perçu plus ou moins selon qui l'on est, selon d'où l'on vient, selon ses propres biais, selon nos œillères, mais pour peu qu'on regarde vraiment exactement ce qui est en train de se passer, on voit que la dynamique est quand même assez mauvaise. Pareil, on pourra y revenir. Et le bouquin, ça a été donc on en a parlé, d'essayer de comprendre pourquoi on a du mal à s'accorder là-dessus, dans un deuxième temps, et puis après j'ai fait l'exercice de savoir mais pourquoi on en arrive là en fait. Qu'est-ce qui fait que on en arrive à ce moment du jeu? Comment fonctionne le présent, en fait? Qu'est-ce qu'il y a sous les événements du monde, qu'on doit comprendre? Quelles sont les règles du jeu profondes, les dynamiques profondes qui font que on doit constater qu'on en est arrivé à ce point? Et je sais pas si tu veux que je développe là-dessus, mais Vas-y. C'est intéressant de faire ça, en fait, parce que on passe beaucoup de temps, si tu veux, sur le constat des faits, le constat des événements. C'est ce qu'on fait quand on regarde les informations. On dit: «Ah tiens, il y a une guerre ici, il y a, un attentat là». Souvent, c'est des mauvaises nouvelles d'ailleurs dans les informations, ou il y a eu tel résultat de match de foot. Enfin, tu vois, ce sont des événements.
Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer demain. Enfin, ce qui est intéressant. Le jeu auquel j'aime bien jouer, c'est un jeu de prospective. C'est un peu mon travail maintenant, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Quels vont être les prochains événements? Et on a un intérêt à faire ça, parce que plus on anticipe, plus on est capable de s'y retrouver lorsque l'événement arrive. Et en fait, on le fait tous au quotidien, ça, ce jeu des prédictions. On fait tout le temps des paris sur l'avenir. On fait des paris dans la manière d'éduquer nos enfants. On se dit, ah bah tiens, j'ai mis en place telle ou telle règle, comme ça, en grandissant, peut-être qu'ils se tiendront vers un table et peut-être que ce sera moins chiant et puis ça sera mieux pour eux après, etc. Ou tiens, je vais faire du piano à ma fille parce que je parie que ça sera bien pour elle dans son développement, ou je vais lui développer telle compétence, etc. On fait pareil quand on choisit un travail. Hein, on se dit, ah, ça c'est un boulot d'avenir, ça va me permettre de subvenir à mes besoins dans l'avenir, et puis ça va me plaire, ça va être quelque chose comme ça. On fait pareil quand on investit, évidemment. J'achète une maison, ah bah, je fais le pari que l'immobilier va monter, ou en tout cas que c'est un bon placement, etc. Quand on se marie, quand on choisit un partenaire, évidemment, un énorme pari. Je fais pari que je m'entendrai très bien avec cette personne encore dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, que ça va bien se passer, qu'on va rester ensemble, tout ça. Donc en fait, on est constamment en train de faire un jeu de prédiction sur la suite du jeu. Et c'est pareil au niveau des États, si tu veux. Quand on développe une infrastructure, on se dit qu'elle va être utilisée, qu'elle va être importante pour la suite, et on est capable de le faire sur le plus ou moins long terme. Et on essaie de pas trop se tromper. Donc, de manière plus ou moins consciente, en fait, on se projette, et on se projette à partir de notre compréhension du présent. On se dit, je pense que ça risque de se passer demain parce que je vois que la tendance est celle-ci. Je reprends sur le truc de l'immobilier qui va parler à beaucoup de gens. Bon, bah voilà, je me dis, les prix à Paris ont augmenté depuis 10 ans. A priori, ça va plutôt bien. Ça va peut-être continuer encore quelques années. Donc, ça me semble être pas mal de poser ça dans le présent. OK. Donc, on le fait tous. Et on le fait aussi en tant qu'humanité. C'est-à-dire qu'on fait des paris, par exemple, des trucs qui caractérisent, on pourrait y revenir aussi, c'est qu'on fait. Tout le système économique fonctionne sur le pari que la croissance va continuer. Et donc, on peut se permettre d'émettre de la dette et de créer de la monnaie. Parce qu'on se dit que ça sera remboursé parce que la croissance va continuer. Tu pourrais Dis-moi. expliquer ça? J'avoue, ça, je suis pas sûr d'avoir compris. Ouais, Pourquoi on parie sur la croissance? Ouais, alors ça va me permettre d'illustrer justement ce quoi j'en ai, c'est-à-dire que en fait, on faisait pareil en fonction de notre compréhension du fonctionnement du jeu. Tu vois? On se dit que c'est comme ça que marche le monde. C'est comme ça que les gens réagissent. Si je dis telle chose, tu vois, si je vais voir quelqu'un dans la rue et que je l'insulte, a priori, il y a des chances que je m'embrouille. Voilà. Parce que c'est ma compréhension de la psychologie humaine moyenne. Liée à la règle du jeu, c'est que quand quelqu'un est insulté, il s'énerve. C'est ça fonctionne comme ça. Ça aurait pu être autrement. Hein. Tu vois, tu pourrais être dans une société, en fait, d'ailleurs, tu as des sociétés où c'est plus ou moins la probabilité de s'embrouiller est plus ou moins grande. Mmh. Tu vas au Japon, tu insultes quelqu'un dans la rue, après, il va pas se passer grand-chose, en fait. Et donc, tu as une compréhension des règles du jeu. Sociale, comportementale, économique. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a des règles. Il y a des règles qui existent et qui font que les choses se passent de telle. Il y a des cadres. Voilà. Il y a des règles qui s'appellent les lois. On les connaît. Et donc, tu sais que si tu as tel comportement, il risque de se passer ça. Tu as des règles qu'on ne maîtrise pas, par exemple, les règles de la physique, on en a parlé. C'est une règle qui dit que mon verre va tomber si je le lâche. Voilà. Et en plus, je sais exactement à quelle vitesse il va tomber. Et je peux calculer, du coup, comme ce sont des règles stables, je peux prévoir extrêmement précisément tout un tas de choses. C'est ça qui est fantastique avec le monde de la physique, c'est que ce sont des règles qui ne bougent pas. Et donc tout le jeu des sciences dures, depuis qu'on a inventé cette méthode, ça a été de comprendre très très précisément quelles sont ces règles.
Et avant, on n'avait pas la science, on inventait des histoires pour expliquer les phénomènes. Et on se disait, la règle, c'est que si j'ai pas tué mon poulet, Dieu va être en colère, donc ça va pas bien se passer. Et on se disait, c'est ça la règle. Donc il faut que je fasse des sacrifices de poulet. Et puis en fait, on a inventé mieux parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très aléatoire et que donc c'était peut-être pas comme ça exactement que ça marchait. Voilà. Donc on sait grandement l'histoire de la modernité, c'est que grâce à la connaissance, grâce à la méthode scientifique, on a compris de manière très très fine certaines de ces règles. Okay. Et puis il y a des règles qu'on s'est inventées pour nous-mêmes en tant que société, notamment toutes les règles de la société. Si tu veux, ce sont le fonctionnement de l'économie. C'est pas quelque chose de fondamentalement physique dans les équations qu'on s'est données. Il se trouve que si, en fait, parce qu'il se trouve que pour faire fonctionner l'économie, finalement, on dépend beaucoup de la physique, parce qu'il faut de l'énergie, qu'il faut des matériaux, etc. Au final. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a limite oublié. Tu regardes dans toutes les équations économiques, les ressources ne sont pris en compte que comme des choses qu'on peut potentiellement remplacer. Donc, c'est juste le prix de l'extraction qui est compté. Par exemple, le prix de la ressource ne compte pas. Elle est là, elle est gratuite. Un arbre, il est là, je peux aller le couper. Je compte dans l'équation économique que le coût de la main-d'œuvre, du matériel, du transport, etc. Donc, ça veut dire que déjà, même dans les règles, dans notre compréhension des règles de l'économie, on a des trucs un peu foireux. Mais il y a plein de conventions qu'on s'est inventées pour nous-mêmes. Donc, je t'ai parlé des lois, il y a des règles de gouvernance qui sont elles-mêmes figées dans des structures. Voilà. Il y a tout un tas de structures avec leurs règles de fonctionnement. Et ce sont ces structures, en fait, qui vont créer les tendances, qui elles-mêmes vont créer les événements du monde. C'est tout ce travail-là, en fait, que j'ai fait, c'est de descendre à partir des événements. Qu'est-ce qu'il y a sous les événements? Il y a des tendances. Et on pourrait revenir sur les grandes tendances qu'on observe actuellement. Et ces tendances, elles viennent du fonctionnement de structures profondes. Les structures profondes, ça va être justement les règles du jeu de l'économie, mais ça peut être aussi la culture. Quelles sont les histoires, quelles sont les croyances profondes qu'on a tous qui font que nos comportements sont conditionnés vers quelque chose. Par exemple, une des croyances, ça va être commune, ça va être que l'homme est à part dans la nature, et que la nature nous appartient, et qu'on est la seule espèce vraiment intelligente sur Terre, et donc on a une forme de mépris par rapport aux autres espèces. Et donc, ça nous fait nous comporter de telle manière et utiliser le monde comme ressource, etc., etc. Et donc, tant qu'on ne revisite pas toutes ces structures profondes, il y a peu de chances que les tendances changent, puisqu'on n'a pas changé les règles du jeu. Tu joues au poker, tant que tu ne changes pas les règles du jeu du poker, toutes les parties vont finir par se ressembler et les résultats vont être les mêmes. À la fin, il y aura quelqu'un qui gagne et qui aura pris tout le tapis de la dernière personne. Et si tu ne changes pas ces règles, tu ne pourras pas changer le résultat final. Donc, c'est aussi une réflexion sur justement qu'est-ce qu'on doit changer. Et je vais revenir à ta question sur la dette. Est-ce que c'est un bon exemple? Quelque chose qui est extrêmement structurant dans notre monde actuel, c'est le fonctionnement de l'économie qui organise donc notre travail, qui organise aujourd'hui comment on obtient nos ressources à nous. Par exemple, comment je vais manger demain si j'ai pas d'argent. C'est la règle du jeu qu'on s'est inventée, c'est celui qui n'a pas un score minimum sur son compte en banque, il a du mal à se procurer des ressources pour pouvoir continuer à jouer. Ou alors sa manière de son jeu va être beaucoup moins confortable que le jeu de celui qui a un gros score sur son compte en banque. C'est pareil au niveau d'un pays. Un pays qui a un gros score de PIB va avoir plus de pouvoir d'agir sur le monde. Plus de pouvoir de se maintenir dans son existence, dans sa souveraineté, et plus de pouvoir peser sur tout un tas de choses. Et donc, on a défini les règles de ce jeu-là avec autour aussi d'un système monétaire, puisque la monnaie, finalement, c'est une manière d'accumuler de la puissance. C'est le score du jeu, d'un côté, c'est-à-dire c'est effectivement le jeu qu'on a défini pour presque tous, et ça devient même un jeu de statut social, tu vois, aujourd'hui, ça se transpose sur les réseaux sociaux avec qui a le plus de followers, il est en train de gagner au jeu de la popularité.
Mais en vrai, le jeu qui décide le plus, c'est le jeu de l'argent. Et l'argent, c'est une réserve de puissance. Parce que c'est quelque chose qui va me permettre d'acheter des outils qui vont me permettre d'avoir un impact sur le monde, ou d'acheter les ressources humaines, de faire des choses par d'autres gens. Tu vois ? Et donc, plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir décider de ce qui va advenir. Voilà. Soit pour moi-même. J'ai envie d'avoir une voiture garée en bas de chez moi. J'ai pas d'argent, je peux pas le faire advenir. J'ai de l'argent, je peux avoir la voiture demain garée en bas de chez moi. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux même l'avoir dans l'heure. Tu vois ? Donc tout ça, ça décide, et c'est pareil sur un pays. Je veux qu'il y ait une autoroute qui existe à cet endroit. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais pouvoir la faire. Si j'ai pas du tout d'argent, je peux pas la faire. Si j'ai vraiment beaucoup d'argent, je peux même me faire des délires comme en Arabie Saoudite actuellement, où je vais pouvoir avoir de la neige artificielle à organiser des jeux d'hiver en 2029 dans le désert. Voilà. Où je vais pouvoir aller sur Mars. Donc il y a plein de choses. Et ça, c'est ce que j'appelle du pouvoir d'agir, du pouvoir sur le monde. Il se trouve que aujourd'hui, on a une économie qui fonctionne donc avec cet outil qui est la monnaie, qui est à peu près complètement décorrélée du monde physique. Et ça, c'est depuis la fin des accords de Bretton Woods. Bretton Woods, c'était les accords qui avaient lié le dollar à la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait lié le dollar à l'or. Ouais. Et donc, on avait établi un système, les talons or, ce qu'on a appelé, où en gros, le dollar était la seule monnaie de dollar américain, était la seule monnaie convertible en or. Parce qu'on partait de cette idée que c'était les États-Unis qui avaient le plus gros stock d'or et que voilà. Et puis, s'est passé quelque chose en 1972. Nixon a pris la parole un soir et a dit je vous informe qu'à partir de maintenant, le dollar n'est plus convertible en or. Merci, au revoir. Donc, ça voulait dire qu'on changeait, de passer dans un autre monde. Alors, d'une part, ça permettait aux Américains de faire défaut sur leurs dettes. Et en gros, je vous rembourserai jamais, je fais ce que je veux avec ma monnaie maintenant. L'or, c'est pas, même si vous me donnez de $, je vous donnerai pas de l'or en échange. Et ça permet à tout le monde, après il y a un système qui s'est mis en place qui a permis à tout le monde de faire fluctuer les monnaies, les unes par rapport aux autres, basé sur d'autres critères, notamment le critère de la confiance qu'on a en une monnaie en fonction de sa capacité à être stable, la puissance du pays qui est associée derrière. Et pour les États-Unis, ce qui a un peu remplacé la chose, c'est que c'est la monnaie qui permet d'acheter du pétrole. Donc on a gardé une espèce de lien physique quand même avec l'énergie. Mais à partir depuis 72, on est rentré dans un monnaie, mais dis-moi si je fais trop long, dans un système monétaire qui permet de créer de la monnaie sans augmenter son stock d'or physique. Et donc, on est rentré dans une monnaie totalement virtuelle. Et je me faisais la remarque justement en lisant ce passage que tu me dis si je me trompe, mais en fait j'ai l'impression que quand c'était lié à l'or, quelque part c'était lié à une ressource physique, on l'a découplé, et que idéalement ce qu'il faudrait faire, ça serait lier la monnaie à l'ensemble des ressources. Je sais pas schématiquement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le projet du Bitcoin. Pour y revenir. Ah, ok, non, d'accord, j'avais pas pensé à ça. Bitcoin, c'est lié à une quantité d'énergie. Ah, c'est aussi ce que lui reprochait. D'accord. Ok. Tu peux pas inventer des bitcoins sans dépenser de l'énergie. Donc on revient à cette idée de lien entre monnaie et le monde physique, c'est intéressant. Et donc, mais effectivement, tu peux très bien imaginer que la croissance folle qu'on a eue depuis les années 80 et en particulier depuis les années 2000 n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas pu émettre autant de dettes. Il faut savoir que, je crois que c'est depuis 65, ou il faudra vérifier la date exacte, mais chaque année dans le monde, on a créé plus de dettes qu'on a créé de PIB. Donc on est rentré, et aujourd'hui je crois que c'est autour de 370% la dette mondiale totale, si tu comprends tout. 370% de la dette par rapport à la taille de l'économie réelle. Donc en fait, et si on a pu faire ça, si on a pu émettre autant de dettes, c'est parce que la monnaie n'est plus liée à un truc physique.
parce qu'on a pu imprimer de la monnaie out of thin air, comme dit en anglais, donc à partir de rien, à partir simplement de la confiance qu'on a dans l'avenir. Donc, si tu as un monde où la monnaie est liée à l'or, tu peux pas avoir une croissance aussi rapide parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'or dans les mines pour pouvoir créer de la monnaie. Donc, on a, grâce à ce système monétaire, pu émettre énormément de dettes. Cette création de dette s'est notamment largement accélérée ces dernières années. Et qu'est-ce que c'est que la dette ? C'est tout simplement, en fait, un pari qu'on fait sur l'avenir, en notre capacité à pouvoir la rembourser demain. Donc, en fait, c'est une hypothèque du futur. C'est une hypothèque, même si tu vas plus loin, de notre capacité à faire des choses dans le futur. Puisque l'argent, en fait, c'est un proxy pour agir sur le monde, comme on l'a dit. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'argent dans mes caisses, je ne peux pas aller m'acheter ma voiture et je ne peux pas aller forer des nouveaux puits de pétrole qui coûtent hyper cher. Aujourd'hui, si les États-Unis sont capables d'aller faire du fracking, de redevenir le premier producteur de pétrole dans le monde avec leur pétrole de roche-mère, le gaz de schiste, etc., c'est parce qu'ils ont monté des infrastructures qui leur coûtent très cher, qui ne sont pas rentables pour l'instant et qui sont financées par la dette. Si tu n'as pas de dette possible, tu n'as pas toutes ces infrastructures qui sont mises en place. Une manière de se représenter ça aussi, parce qu'il y a un lien avec l'énergie, c'est ça qui est intéressant, que j'emprunte à Nate Hagens, qui était un de mes invités, c'est que ce que fait la dette, c'est que ça nous donne l'énergie qui aurait été dépensée demain. Ça nous donne l'énergie qu'on peut dépenser aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui aurait dû rester dans le sol parce qu'on n'aurait pas pu avoir les moyens d'aller les chercher. On n'avait pas encore de technologie, pas les moyens financiers de le faire. Et en fait, on va la chercher aujourd'hui. Donc lui, il présente ça comme... C'est comme si on avait une grosse paille et tu vois, on essaie d'aller chercher vraiment le fond de la cuve avec une paille, le fond de la cuve du pétrole, on va dire. Et le fait de créer de la dette, nous donner plus d'argent aujourd'hui, ça élargit la taille de la paille. Donc ça fait qu'on peut aller plus vite pomper tout ce qui reste au fond, alors que normalement, on n'aurait pas eu les moyens de le faire. Mais je crois que je suis en train de comprendre en même temps qu'on parle. Je me permets de reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, imagine, toi, tu me prêtes 2000 euros. Donc moi, je vais faire mes trucs. Et après, moi, je vais devoir te rendre 2000 euros. Admettons, je te les rends pour prendre un exemple débile, je te les rends dans 30 ans. Mais dans 30 ans, si on a tout saccagé, si tout est pollué, peut-être que les pommes, elles vont pas coûter 1 euro, mais elles vont coûter 50 euros. Je prends un exemple débile. En fait, les 2000 euros, quand je vais te les rendre, ils valent plus rien, quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu en puissance. On appelle l'inflation aussi. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais tu vois, je suis en train de comprendre en même temps le truc. C'est-à-dire que en fait, la dette, c'est une sorte de confiance dans l'avenir. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est que... C'est totalement la confiance en l'avenir. C'est-à-dire que tu émets de la monnaie en disant je dépense maintenant ces 2000 euros parce que je sais que dans 50 ans, tu vas pouvoir produire de la valeur qui va te permettre de récupérer ces 2000 euros et de me les redonner. Sachant que, sans prendre l'inflation, etc. Mais, or, c'est là qu'il faut faire le lien avec l'énergie, c'est-à-dire que on fait le pari que, et quand on fait des prédictions de croissance sur l'économie, tu vois, on fait le pari qu'on aura suffisamment de capacités, de ressources, etc., pour produire de la richesse sur les 50 prochaines années, qui va nous permettre de rembourser les dettes aujourd'hui. Et le problème qu'on a, c'est que, d'une part, c'est comme une espèce de schéma de Ponzi, c'est-à-dire que on est rentré dans un truc, on a créé tellement de dettes qu'on crée de la dette pour rembourser la dette. Tu vois, je ne sais plus combien ça représente en France maintenant, on a payé plus dans les aides d'Europe, mais c'est monstrueux en fait dans le budget quotidien de la France, le remboursement de la dette passée. Et on continue d'emprunter de plus en plus pour faire ça. Donc à un moment donné,
Ça fonctionne. Certains disent que ça peut fonctionner très longtemps parce que finalement, tout ça, ça ne repose que sur la confiance. C'est-à-dire que tant qu'on a confiance dans notre capacité future à rembourser, on continue de faire tourner la machine. Le problème qu'on a, c'est que on ne voit pas le lien qu'il y a entre la capacité à créer de la richesse et les ressources. Oui, parce que en fait, s'il y Et a plus de ressources, quelque part, bah, les 2000 euros que je vais te rendre, tu vas pas pouvoir acheter autant de cuivre, pêcher autant de poissons et faire autant de choses avec, quoi. c'est un Mm, des gros dysfonctionnements qui est mm, identifié maintenant par certains économistes. Et mm, pareil, c'est discuté tout ça, mais moi, ça me semble assez logique finalement. mm. C'est que, on avait un peu parlé, mais dans les équations économiques, de parce qu'à un moment donné, ces équations ont été faites à un moment où, les ressources, le monde était tellement vaste, si tu veux, qu'on se disait: «Bon, bah, il y a pas besoin de les prendre en compte». Ouais, toujours une citation de Jean-Baptiste C, là, que je cite parfois, là. Attends, j'essaie de te la retrouver. Ah oui, je relisais Le Monde sans fin de Jean Covici hier et il est là, Ouais, Jean-Baptiste. Ouais, ça me dit quelque chose. il est là, JB. Il est là, ouais. Voilà, les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement, ne Voilà. pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne font pas l'objet des Mm, sciences économiques. mm, Voilà. mm, mm, mm. Et on en est encore un peu là. Et c'est tout le truc de Jean Covici, il n'est pas le seul à le dire, c'est de nous rappeler que, en fait, il y a un lien direct entre l'économie, le PIB, et l'énergie disponible dans le système. Donc, pour faire du PIB, il faut de l'énergie qu'on brûle et par ailleurs de la matière à transformer. Voilà. Et qu'on arrive à optimiser ça un petit peu à mesure que la technologie avance, mais finalement très très peu. Et par ailleurs, il y a tout le problème de pollution à gérer qui n'est pas pareil, qui n'est pas traité et qui commence à déstabiliser ce terrain de jeu. Et donc en fait, si tu veux, on est dans un schéma où on a une règle du jeu qui nous est imposée à tous, qui est de continuer de croître la taille de l'économie, qui veut dire directement aujourd'hui continuer de brûler toujours plus de ressources, d'extraire toujours plus de minerais, d'extraire toujours plus de ressources. Et aujourd'hui, comme on est encore dépendant à 80% des énergies fossiles, c'est concrètement brûler toujours plus d'énergie fossile. Donc on est dans cette espèce de truc totalement contradictoire où d'un côté, on se dit qu'on a un énorme problème, notamment climatique, à résoudre, et que donc il faut absolument qu'on diminue notre consommation d'énergie fossile. Et en même temps, on est obligé de continuer à faire croître le score du jeu, notamment parce qu'on a de la dette à rembourser et parce qu'on veut continuer de pouvoir lever de la dette, c'est-à-dire de promettre de la croissance, mais pas que, parce qu'il y a plein de choses qui dépendent de la richesse, dans la manière dont notre système est organisé. Mm. Et bah, faire croître cette économie, ça veut dire brûler toujours plus de ressources. Alors on parle de transition énergétique, c'est-à-dire que ok, on va remplacer ces trucs fossiles, mais c'est extrêmement lent. Il y a beaucoup de débats sur le fait que est-ce que c'est faisable ou pas, à quel rythme. Donc on est totalement coincé dans ce truc-là. Et c'est pour ça que le truc de Chomsky il est intéressant, c'est-à-dire on a à la fois ce problème mortel de destruction du terrain de jeu et on n'est pas capable de raisonner correctement sur les données du problème. Si on était d'accord pour se dire, OK, on a vraiment un problème complexe, on ne peut pas continuer de croître de cette manière et résoudre le problème climatique en même temps, on commencerait à poser la bonne question et on dirait, OK, comment on réorganise la société? Qu'est-ce qui doit être maintenu? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Comment on fait pour vraiment économiser de l'énergie pour les choses qui sont essentielles? Comment on revoit la répartition des richesses, etc. Mais ça veut dire changer en profondeur les règles du jeu. Mm. Mais tant qu'on ne change pas les règles du jeu, les structures profondes, il n'y a aucune raison que le jeu ne se continue pas de se dérouler de la même manière. Voilà. Ouais, en fait, je me permets de faire une réflexion, peut-être tu y avais déjà pensé, mais je me dis que vu que je viens de comprendre ça, je me dis il y a peut-être des gens qui écoutent que ça intéressera. Parce qu'en fait, j'étais en train de m'imaginer, tu sais, dans un monde où finalement tout le monde est en décroissance subie. Imagine les pays sont tous à moins 20% de décroissance.
En fait, dans ce monde-là, En récession, donc. voilà, en récession, dans ce monde-là, un pays qui serait que, entre guillemets, à 5% de décroissance, c'est un pays qui tire quand même son épingle du jeu. Mais en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est quand même un pays qui brûle le plus possible de ressources, qui exploite le plus, le plus possible. Donc même dans un... même dans un monde en décroissance, en fait, ce que tu dis, ça s'applique si tu cherches toujours à minimiser ta décroissance, quoi. Et je viens de le comprendre, donc je me permets de, de le En dire. fait, c'est pareil, c'est dans le bouquin, tu as dû le voir, c'est une des choses à comprendre sur le fonctionnement du jeu, c'est aussi ce qui va conditionner ces dynamiques. Donc, tu as les structures d'un côté, c'est-à-dire que si tu comprends pas la structure de l'économie, la structure de la Ouais. finance, tous ces trucs-là, en fait, c'est très compliqué de savoir pourquoi les choses arrivent. Et on se demande pourquoi ça bloque, je comprends pas. Pareil, le jeu politique, c'est toujours les mêmes qui arrivent au pouvoir, vraiment, nanana, avec des égos pas possibles. Bah oui, en fait, c'est le jeu. C'est un jeu de puissance, c'est un jeu de rhétorique, c'est un jeu. Donc évidemment, c'est les plus ceux qui savent le mieux jouer ce jeu-là qui arriveront. Et donc pareil, tant que tu changes pas les règles géopolitiques, tu auras toujours le même résultat avec toujours le même type de personnalité qui arrive au pouvoir. Mais tu as aussi des dynamiques qui conditionnent les trajectoires en plus des structures. On peut aussi d'ailleurs les appeler structures puisqu'elles sont structurantes. Et par exemple, tu as quelque chose qu'on va appeler qui est lié à la théorie des jeux, qui sont plus des trucs mathématiques, mais qui explique que en fait, dans un contexte donné, quand tu as plusieurs joueurs, ils vont avoir tendance à se comporter de telle ou telle manière. Et par exemple, quelque chose qui va définir le jeu des nations, c'est la compétition pour les ressources. On l'a dit, il y a un lien entre la taille de l'économie et puis la puissance aussi et la capacité à avoir de l'énergie et à avoir des ressources. Ressources physiques, mais aussi ressources humaines, ressources la guerre pour les cerveaux, tu vois, ressources intelligence artificielle, qui va développer le plus vite l'IA qui va lui permettre d'avoir accès à la meilleure information, la puissance de calcul, enfin tout ça. Et c'est une dynamique qui est très compliquée à arrêter parce qu'on est dans une logique de compétition. C'est un jeu à somme nulle, entre guillemets. C'est-à-dire il y a un gagnant, un perdant à la fin. C'est comme ça qu'il est joué, en tout cas aujourd'hui. On pourrait imaginer que typiquement qu'on passe d'un jeu des nations où finalement tout le monde partage les ressources de la même manière, et puis le jeu est équitable, et puis tu as des règles communes à tous, et on essaie de faire ça par des instances. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme l'ONU qui ont été créés, il y a des règles du commerce international. Tu vois, on essaie que ce soit pas non plus un truc sans règles. On peut pas faire complètement n'importe quoi. Mais dans les faits, un peu quand même. Parce que il y a plein de choses qui se jouent en dehors de ces institutions établies et on voit bien que de toute façon, elles fonctionnent de moins en moins pour limiter la casse, quoi. Il y a une règle, par exemple, qui disait qu'un pays aujourd'hui n'a pas le droit d'envahir son voisin. Bon. On voit que ça a moyennement marché. Qu'à un moment donné, il y en a un qui dit moi, j'ai les moyens de le faire, je m'en fous de ce que vont dire les autres, j'y vais quand même. Donc on revient au in fine, quand la loi ne marche pas, on revient au jeu du plus fort. Qui a le plus d'énergie, qui a le plus de ressources. Et donc, si tu prends le truc économique, c'est aussi pour ça que c'est si compliqué de réformer un système économique. Imagine effectivement qu'un pays demain se dise moi, j'arrête de compter le PIB, j'investis vraiment sur le long terme, je refuse de jouer à ce jeu de la croissance. Ok. Bon. On est dans un jeu où tout le monde ne décide pas de faire la même chose en même temps. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça dans un monde ouvert sans avoir convaincu tout le monde? En fait, tu as le voisin qui va dire « Mais super, très bien, vas-y, vas-y, vas-y ». Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque tu prévois de ne plus faire de croissance demain, je vais plus te prêter d'argent. On est d'accord? Parce que ça veut dire que tu ne pourras pas me le rembourser. Et puis, qu'est-ce que tu fais de la dette que tu dois me rembourser? Puisque tu as une dette à me rembourser. Donc, je vais considérablement monter les taux de l'emprunt parce que j'ai plus confiance en ta capacité à rembourser ta dette.
Donc, ça veut dire que déjà, tu dois fonctionner sans dette. Compliqué. La France, aujourd'hui, ne sait pas faire ça, par exemple. Ne peut pas, dans l'organisation actuelle. Et puis, tu vas avoir les petits voisins qui vont continuer à jouer à ce jeu-là, tant qu'ils peuvent, qui, eux, vont continuer de développer leur puissance militaire, technologique, financière, vont commencer à racheter tes entreprises, parce qu'ils auront développé des marchés, vont commencer... Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent, et en gros, ça veut dire une perte de souveraineté, une perte de capacité, de ta puissance, une perte de ta capacité à agir sur le monde. Très compliqué. Alors, tu peux décider de le faire quand tu es un pays fermé. Quand tu dis, moi, je joue pas les mêmes règles que les autres. Je sais pas, je m'appelle le Bhoutan, je m'en fous un peu de votre PIB, je vais prendre quelques trucs, on est très bien comme ça, on veut pas croître très très vite. Ou alors, je m'appelle le Costa Rica, je veux pas d'armée, je vais protéger mon environnement, etc. Mais par contre, je renonce pas au PIB, je fais du tourisme hyper cher, et puis surtout, je suis protégé par mon voisin américain, j'ai des accords avec lui, etc. Donc, je perds ma souveraineté défensive, ma capacité à me défendre tout seul. Donc, c'est extrêmement compliqué de faire ça tout seul dans son coin. Et ça s'appelle aussi le principe de la Reine Rouge. La Reine Rouge, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, elle parle à la Reine Rouge qui est en train de courir. Elle dit, mais au fait, pourquoi on court là? Elle fait, on court pour rester en place. Ah bon, mais oui, parce que si on s'arrête de courir, on recule. Donc, je suis obligé de continuer à courir. Et c'est en fait cette métaphore pour expliquer dans quoi on est pris. C'est-à-dire que tout le monde est condamné dans ce jeu-là à continuer à jouer de la même manière. Si t'imagines de se dire, OK, je vais tout seul décroître dans mon coin, je vais changer d'indicateur. Tu peux le faire à côté, mais si tu décides de ne plus reporter sur ton PIB, on ne prête plus. Donc, tu dois complètement changer. Donc, ça implique faire de la décroissance organisée, par exemple. Ça implique de fermer les frontières. Ça implique de changer, de sortir du capitalisme. Ça implique de fermer les boîtes dont on estime qu'elles sont plus utiles, de forcer le rachat. Donc, ça va dans un truc qui est assez proche d'un modèle communiste comme on a pu le connaître, même si ça ne veut pas dire que l'histoire va se répéter, mais c'est complètement différent. Après, tu peux formuler aussi, ce qui serait intéressant, c'est de formuler l'objectif de jeu de manière différente. C'est de te dire, OK, à partir du moment où on part du postulat que on va avoir moins de ressources dans l'avenir et qu'on va pas arriver à les remplacer. On peut rester dans ce jeu de la puissance qui, moi, me paraît difficile à éviter. On pourrait y revenir parce que c'est au fondement du jeu de la vie, espèce de truc d'être quête de puissance, quête de ressources et tout. En disant, finalement, je renonce à de la puissance maintenant pour pouvoir être à l'avenir, sur le long terme, dans une meilleure posture que les autres. Ça, c'est un peu le truc cigale et la fourmi. Ouais. C'est-à-dire que, OK, je vais commencer à sacrifier du point de PIB, je vais commencer à être un petit peu moins performant dans la course à court terme, mais je vais investir sur des infrastructures de long terme. Je vais investir en me disant que le climat va changer et que on va avoir des problèmes si on commence pas à créer des conditions de résilience, etc. Et donc, si j'investis maintenant en perdant un peu de puissance aujourd'hui à ce jeu-là, je serai en bien meilleure posture que ceux qui auront tout claqué aujourd'hui dans des trucs inutiles pour le monde de demain. C'est aussi, pour une entreprise, par exemple, c'est intéressant de raisonner comme ça. Je parle beaucoup, désolé. Hein. Non, t'inquiète. Je voulais te faire réagir un petit peu sur l'IA, mais juste, excuse-moi, je vais juste checker un truc. Je crois que j'ai eu un petit souci technique. Tu n'as pas enregistré? Ouais, t'avais un bruit. Ouais, c'est bon. Donc ouais, je voulais te faire réagir un petit peu sur l'IA, justement, parce que tu le mentionnes, mais pas forcément au chapitre des risques existentiels. C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Tu sais, il y a certaines personnes qui voient ça comme un risque existentiel, on appelle ça l'IA non alignée. Certaines personnes qui voient ça comme le sauveur de l'humanité,
nous inventer la fusion ou je sais pas quoi. Euh, et peut-être certaines personnes qui sont plus neutres là-dessus. Je peux te faire réagir un peu là-dessus parce que ça m'intéresse. Ouais. Alors, je suis pas spécialiste du sujet. De toute façon, je suis pas spécialiste de beaucoup de sujets, mais j'ai pas mal écouté de choses là-dessus. Donc, mes tiers de confiance, si tu veux, effectivement, tu as plusieurs sons de cloche. Tu peux avoir cette idée que on va arriver à. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, on peut parler de ce qu'on va appeler l'IA forte. C'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, on va créer une intelligence artificielle plus intelligente qu'un humain, quoi. Ouais. Et qui développe une forme de conscience. Je ne sais pas trop comment, mais il y a une émergence qui se fait. Et on arrive à un truc totalement inimaginable. Et là, il y a plein de scénarios autour de qu'est-ce qui se passerait. Est-ce que cette IA nous ferait la guerre, comme dans Terminator? Est-ce que, en fait, elle serait tellement intelligente qu'elle nous mépriserait totalement, comme nous, on se fout un peu des fourmis qui vivent à côté de nous, voilà. Limite, elle nous verrait même pas tellement on serait insignifiant, tu vois? Ou alors est-ce que, elle nous aiderait à devenir plus intelligents? Voilà. Bon, j'ai envie de te dire, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune idée, voilà. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que à l'heure actuelle, on est quand même dans un mouvement d'accélération qui est hallucinant et ça a été on a beaucoup parlé avec les LLM, hein, avec ChatGPT et cetera, les large language models qui ont étonné même certains spécialistes de l'IA avec leur capacité. C'est ça, oui. Tu vois? On se dit: «OK, c'est quand même complètement bluffant ce que ça arrive à faire», et j'avais fait une interview d'ailleurs de ChatGPT, je sais pas si tu l'as vu passer, où je me suis amusé Ouais, à faire une j'étais content d'apprendre qu'il avait un accent québécois. Ouais, mais ça dépend l'accent que tu lui donnes, ouais, mais c'était marrant. Exactement. Ouais. Et c'était marrant les réactions parce que tu as donc moi je trouve ça totalement bluffant de pouvoir avoir une conversation qui ressemble quand même à une conversation humaine, mais avec quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a des réponses très construites et cetera, alors que le truc existait à peine il y a 1 an. Et tu as des gens qui réagissent en disant: «Ouais, bah, c'est bon, c'est qu'un perroquet, quoi». Ou alors, «Ouais, super», et je dis: «Mais vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer là? Vous vous rendez compte que ce truc-là arrive à passer le test de Turing haut la main?» C'est-à-dire, tu fais plus la différence entre une conversation avec un humain et avec lui. Et surtout que c'est exponentiel. Et c'est ça qui est intéressant avec l'IA, c'est que tu es sur des technologies exponentielles. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement est toujours linéaire. On pense que demain ressemblera à aujourd'hui, que ça progresse doucement. Mais quand tu es sur des exponentielles, tu rentres dans un monde totalement imprévisible. Parce que ça va tellement vite que ça peut créer des choses complètement inattendues. Donc c'est ça qui est un peu flippant, et c'est pareil un peu sur l'écologie, c'est-à-dire qu'on crée des exponentielles qui créent des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire des effets d'emballement en fait, avec et qu'il y a des seuils que tu passes et tout d'un coup, boum, tout le modèle explose et ça dérive totalement par rapport à tes prédictions. Donc c'est ce qui est en train de se passer sur le climat et c'est pour ça que ça devrait vraiment nous faire flipper. Mais c'est aussi en train de se passer sur l'IA et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui bossent sur ces sujets-là qui sont flippés parce qu'ils disent: «Mais en fait, on joue avec le feu, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer sur, si une IA effectivement forte arrive, mais aussi on sait pas ce qui va se passer sur la structure de nos métiers, sur d'autres structures technologiques, sur notre capacité à développer des choses et cetera». Parce que en fait, on ne sait pas exactement comment «résonne» entre guillemets une IA. On voit le prompt entrant, on voit le résultat de sortie, mais on sait pas exactement ce qui s'est passé dedans. Donc c'est la première fois qu'en fait on perd la main totalement sur une technologie. Mmh. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est encore cadrée, quoique on peut dire elle est sur internet, donc elle est partout, tu vois? Elle est de plus en plus C'est utilisée, ça, et pas trop mais on ne cadré. sait pas comment elle fonctionne. Donc Ouais. on arrive, j'avais un de mes invités, c'était marrant, James Rydell qui travaille sur l'intelligence du vivant, qui disait: «C'est marrant parce que ça nous invite à faire le parallèle avec, notre ignorance totale des mécanismes du vivant». On ne sait pas comment un arbre fonctionne. Tu vois, on découvre petit à petit que en fait, les arbres communiquent entre eux et qu'ils s'entraident. On découvre qu'il y a certaines plantes qui écoutent, qui arrivent à écouter, qui entendent les sons. On ne sait pas comment. Bah, tu disais, on sait pas ce que c'est la conscience aussi.
On ne sait Ça pas va ce te que c'est que la parler. conscience, on ne sait pas si les autres êtres sont conscients. On fait tous les tests qu'on fait sur le vivant, c'est des tests de notre propre intelligence, en fait. Est-ce Mhm. que c'est la même intelligence que nous? Mais on n'est pas capable de tester une autre intelligence puisqu'on ne la connaît pas. Mhm. Et en fait, c'est marrant le parallèle parce qu'il t'explique que ce qui est en train de se passer sur l'IA, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que bah, il y a d'autres formes de il y a des formes de raisonnement qui produisent des résultats cohérents et tangibles qu'on ne peut pas comprendre. Pour comprendre exactement. Donc ça, c'est flippant parce que tu te dis, ok, là, on est en train de perdre la main. Ça se trouve, on est en train de mettre en place des pièces enfin, des nouvelles règles du jeu, si tu veux, qui vont nous échapper totalement. Et après, à plus court terme, ce qui est fascinant, c'est que ça vient accélérer des processus déjà en cours. C'est-à-dire, ça vient accélérer d'autres progrès technologiques. Ça vient aussi perturber encore plus notre rapport à la vérité, puisque dès Ah bah aujourd'hui, oui. je peux plus savoir si une image est réelle, si une vidéo est réelle. Et je pense que cette année, qui est une année d'élection, on va voir vraiment les premières élections influencées par des deepfakes, des fausses images, des fausses vidéos, ça fait sauter aussi plein de trucs de sécurité. C'est-à-dire que ma voix peut être copiée en 1 minute. Donc tu peux avoir, parce qu'elle est partout sur Internet, tu vois, mais Ouais. et j'ai essayé, et c'est complètement bluffant. Mhm. Et mon image, tu vois, tu as des trucs qui commencent à arriver où je peux faire maintenant des interviews sans plus être là. Et les résultats sont déjà complètement hallucinants. Dans un an, j'imagine même pas, effectivement. Donc très très vite, on est en train de rentrer dans un monde où en fait, on ne va plus savoir. Là, je ne pourrai plus savoir si tu es une personne réelle ou non. Mais c'est demain. Ouais. Enfin, c'est déjà aujourd'hui, si tu veux. Sur ta voix, je ne sais plus. Donc t'imagines si tu as quelqu'un qui imite la voix de ta maman et qui t'appelle et qui te fait Ah, j'ai un problème. Enfin, on est déjà là-dedans, en fait. Donc il y a des rapports au réel, des trucs sociaux qui sont complètement en train d'exploser. C'est encore plus en train d'accélérer justement ce que j'appelle la crise de la confiance, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. C'est très compliqué. Je parlais de l'importance des tiers de confiance pour construire ton rapport au réel. Tu es obligé tout le temps de faire confiance à ce qu'on te dit au journal, à ce que te disent les journalistes, si tu leur fais plus confiance, à ce que te dit tel ou tel youtubeur, que tu connais pas mieux d'ailleurs. Et donc tu as tous ces trucs-là qui sont extrêmement profonds et qui sont des risques à plus court terme sur l'éclatement des sociétés, je pense. J'essaie d'être respectueux de ton temps et donc du coup je me dis je vais me diriger un petit peu vers la fin de ce que je voulais te poser comme question. Euh, une fois que tu as fait ce constat, donc tu as fait sortir en fait énormément d'informations, Mm. euh, tu te poses la question qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, je crois que c'était que ça avait l'air un petit peu contradictoire. C'est-à-dire que tu disais d'un côté, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais tenter pour essayer de peser sur le monde. Hein, tu dis ça dans un premier temps, ton podcast par exemple. Mm. Et de l'autre côté, tu dis, en fait, en même temps, j'ai pas trop envie que ça me tienne à cœur. Ouais. Non plus, je sais pas si je paraphrase bien, mais je sais pas Ouais. si tu peux développer parce que j'étais étonné justement que, ça avait l'air contradictoire. Je sais pas si tu veux Ouais. m'aider un petit peu là-dessus. Alors déjà, je me suis pas souvent entendu dire qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire pour peser sur le monde dans le podcast. C'est intéressant, tu vois, que tu me dises ça. Bah, t'écris, il y a tant de choses à tenter pour qui veut peser sur le mouvement du monde. Étudier toutes ces Mhm. initiatives qui pullulent fait partie de mon projet, mais pour l'instant, j'ai un livre à écrire. Donc, tu vois, on a l'impression que ça te trotte aussi un petit peu dans la tête, quoi. Bah, il y a des choses à tenter. Il y a toujours des choses à tenter. C'est sûr. Il y a, en fait, la réflexion sur le. Donc, je te parlais dans le podcast justement, j'essaie de me positionner comme non prescripteur. C'est-à-dire, Ouais, je vais ouais, jamais ouais. dire voilà ce qu'il faut faire, ou c'est eux qui ont raison et les autres vraiment sont des idiots qui ont tort. C'est pas du tout ma posture. Mhm. Ce que j'essaie de faire, c'est de proposer des regards sur le monde et après, j'ai cette croyance que de toute façon, quelle que soit la chose qui est dite, ceux qui écoutent en retiendront ce qu'ils veulent. Mhm. Enfin, ce que leur biais Ouais, leur ouais. propose. Mhm. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est une petite digression, mais pourquoi je ne suis pas prescripteur? Bah, précisément parce que j'ai remarqué que sur une même conversation, je vais avoir quelqu'un qui va dire mais pas du tout, n'importe quoi, ou alors ouais, aucun intérêt, tout le monde sait ça. Ou alors ah mais merci, ça m'a complètement changé mon regard sur le monde, j'ai quitté mon travail, je vais faire complètement autre chose, etc.
sur des mêmes informations. Donc encore une fois, ça va être perçu complètement différemment et puis ça va avoir un impact complètement différent selon qui on est et selon où on en est dans sa vie, le moment où on l'écoute, etc. Donc ça veut dire que j'ai pas vraiment de stratégie quand j'essaie de convaincre telle ou telle personne. Alors, il pourrait y avoir des stratégies parce qu'il y a plein de méthodes pour convaincre, hein. Et heureusement, il y a des gens qui essayent, mais moi, ayant du mal à savoir exactement dans quel sens vraiment faut pousser pour que le monde aille mieux, entre guillemets, je suis pas prescripteur. Donc, je propose des visions du monde et je continue de placer le doute. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui vont se dire tu devrais te mouiller un peu plus. Évidemment, c'est évident puisque tu sais voilà, le climat, la biodiversité, tout ça. Et très bien, j'en parle, c'est des sujets, puis les gens font ce qu'ils veulent. Après, le dernier chapitre, justement, c'est sur la dernière partie, même, c'est sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de toute l'angoisse du monde, puisqu'on est quand même dans une époque assez angoissante. Et c'est là que c'était pas facile, parce que j'avais pas vraiment poussé cette question-là. Et d'une part, un premier constat que je fais, que je pense qu'on partage tous, c'est que on est quand même condamné à faire des trucs en tant qu'individu. Ouais. Alors, on peut ne pas se lever le matin, rester dans son lit, ce qui en soi est faire un truc. Mais tant que tu es vivant, tu dois au moins essayer de continuer à jouer, c'est-à-dire te nourrir, choisir comment tu te nourris, voilà. Et puis on est dans une société où il faut quand même gagner sa vie d'une manière ou d'une autre, enfin faire de l'argent ou trouver les moyens d'en avoir pour pouvoir s'acheter des ressources, voilà. Donc, à partir du moment où on continue de jouer, on doit faire des choix, on doit faire des paris sur l'avenir, hein, comme on l'a déjà évoqué. Et il y a différentes postures par rapport à ça. Il y a se préoccuper du grand monde, entre guillemets, se préoccuper de la planète, se préoccuper des autres, se préoccuper de la société, ou pas, ou mener sa vie dans son coin et on n'a rien à faire des autres. Et chacun choisit en fonction de ce qu'il peut, de qui il est, de ce qu'il voit, etc. Sachant que quand on parle de s'occuper du grand monde, là encore, on peut être, pour partir sur le truc classique, on peut être de droite et se dire je vais m'occuper du monde pour faire le bien, et donc je vais faire ça. Et on peut être de gauche et se dire je vais m'occuper du monde pour faire du bien et je vais faire ça. Et ça ne sera pas du tout la même chose. Parce qu'on ne part pas de la même analyse qu'on fait de ce qui est bien ou pas. Ça, c'est aussi autre chose. C'est que rarement tu vas avoir quelqu'un qui va agir, qui va aller se battre en étant convaincu que vraiment il est en train de faire le mal et que vraiment là c'est un connard. Partout, tu as des gens dont on va dire que vraiment ce sont des gros méchants qui, eux, se disent non, en fait, j'ai compris le jeu et je suis en train de faire un truc bien. Alors évidemment, il y a des gens extrêmement cyniques aussi, qui existent, qui savent qu'ils font du mal et qu'ils le font parce que c'est leur vision ils se disent le monde est comme ça, le monde c'est une jungle, rien à faire, chacun pour soi, et puis c'est le jeu du plus fort et j'ai été le plus fort, et donc voilà. Il y a aussi beaucoup ça, il y a des gens qui se préoccupent pas de... Bref. Et donc, à un moment donné, se pose la question, effectivement, de l'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et tu as plusieurs niveaux de réponse sur lesquels j'ai eu envie d'aller. Tu as d'abord une problématique que moi, je me suis pas mal posée, qui est la question du libre arbitre. C'est-à-dire, OK, à un moment donné, je décide d'agir, mais est-ce que je suis libre d'agir? Tout le monde ne pose pas cette question, hein, mais moi, ça m'a un peu préoccupé. C'est-à-dire que, d'une part, est-ce que je suis maître de mes décisions au quotidien? Donc ça en revient à la connaissance de soi, tu vois? Qu'est-ce qui fait que je décide d'agir de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces opinions? Est-ce que je suis libre vraiment de mes opinions et de mes actions? D'où me vient tout ça? Est-ce que je suis pas fondamentalement totalement conditionné par mon apparence physique, mon éducation, ma langue, tout ça? Et la réponse, en fait, est pas si évidente dès que tu la poses. Tu vois, donc je cite toujours Spinoza, on était arrivé à la conclusion, par exemple, que le libre arbitre est une illusion et que l'homme est libre comme une pierre qui tombe et qu'on a très très peu de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce qu'il se dit que
Finalement, on comprend très très mal pourquoi on pense qu'on pense et pourquoi on décide des choses. Donc, la plupart du temps, on le fait pas en étant rationnel, conscient, etc. Parce qu'on a plein d'affects. Et deuxièmement, quand on choisit de poser une action dans le monde, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas vraiment exactement ce qu'on va créer. Et il y a des tonnes d'exemples de gens qui ont fait des choses en pensant qu'ils allaient obtenir tel résultat, qui obtiennent tout autre chose. Tu vois, y compris chez les activistes qui pensent faire le bien. Tu te dis, c'est bon, j'ai gagné ce truc-là. Moi, je prends toujours cet exemple des amis, tu vois, qui bossaient au Brésil, qui étaient contre Dilma Rousseff à l'époque. Ouais, elle est corrompue, il faut la mettre dehors, etc. Ouais, on a gagné, on l'a foutu dehors. Élection, boum, Bolsonaro. Et ils se disent, putain, j'avais pas vu venir ça, c'est pas exactement ce que je voulais comme résultat, tu vois. Donc c'est là que l'expression en anglais, tu vois, be careful what you wish for. Faites attention à ce que vous désirez. Et donc tout ça, ça fait dire, ok, je sais pas exactement ce que je vais faire. La question se pose aussi, est-ce qu'on est libre en tant que société, est-ce qu'on est libre même en tant que civilisation de la marche globale? Et là, pareil, tu peux te sortir des réflexions de Hegel ou d'autres, plein de philosophes ont réfléchi à ces questions-là, Kant, sur qu'est-ce qui fait avancer le monde. Et encore une fois, tu vois, pour Schopenhauer, ça va être la volonté universelle. Tu as un truc qui nous dépasse totalement, qui fait que les choses vont dans un sens vers... en fait, les choses veulent se maintenir dans leur être et continuer de persister. Ça rejoint du Spinoza, etc. Et pour Hegel, il y a une espèce de sens de l'histoire qui est en fait les humains sont le jouet de l'histoire. C'est l'histoire qui s'exprime au travers des passions humaines. Donc les choses avancent toujours avec des passions humaines, mais en fait, on est des espèces de jouets. Et donc, de temps en temps, tu as une personne qui arrive et qui fait fondamentalement changer une société, mais finalement, elle ne fait que manifester une espèce de sens de quelque chose. Ok. Donc, par rapport à tout ça, si tu veux, se pose la question, qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi? Est-ce que je pèse sur quelque chose, moi? À quel niveau je veux peser par rapport à... Déjà, je veux que cette chose-là advienne. Ok. Je pense que elle est vraiment juste. Très bien. Je pense que si je fais cette action-là, ça va faire en sorte de participer à ce projet collectif. Donc, j'y vais. Donc déjà, il faut être extrêmement convaincu pour pousser dans un sens. Ouais. Tu vois, un activiste, c'est quelqu'un qui ne doute pas, ou peu. Si tu te mets à trop douter, tu fais pas grand-chose, tu vas pas dans la rue à te battre, à risquer ton truc physique. Il faut être convaincu d'une chose, il faut être convaincu d'avoir raison. Et on est plus ou moins, tu vois, sur le spectre des convaincus. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec je prends toujours ce truc. Je veux dire, dans une manif, je me retrouve avec quelqu'un à côté de moi dans une pancarte et il fait, ils sont tous pourris. Et je fais, c'est peut-être pas toujours si simple. Ils sont aussi conditionnés par leurs affects. Tu sais, quand ils étaient petits, ils étaient malheureux. Donc, c'est compliqué pour aller en frontal. Ouais, et heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Sinon, t'as pas, voilà. Ouais. Mais, donc déjà, ce que je propose comme réflexion, c'est pas un truc universel pour tout le monde. Faites comme si c'est moi la question que je me pose. Et moi, ma réponse a été de dire, ok, ceux qui veulent agir par rapport à leurs convictions, très bien. De toute façon, ils vont le faire. Donc, ce que j'invite à faire, c'est, si possible, essayer de discuter, essayer de voir l'autre comme un adversaire, mais pas comme un ennemi, essayer d'affiner un petit peu votre diagnostic pour savoir est-ce que vous poussez vraiment dans la bonne direction, de comprendre les liens entre les choses, d'être à l'écoute de ce que l'autre a peut-être à nous dire pour essayer de mieux comprendre, etc., affiner les stratégies. Et tu as une autre réponse plus philosophique à tout ça, si tu veux, c'est une prise de distance. C'est-à-dire, je peux aussi agir dans un sens qui me paraît être le bon, sans porter le poids du monde sur mes épaules. Et à partir du moment où, c'est pour ça que la réflexion sur la liberté est intéressante, tu vois, c'est à partir du moment où je sais que ce n'est pas moi qui vais changer le monde, j'agis en me disant, pourquoi pas, tu vois, je vais là, pas parce que c'est le résultat vraiment fondamentalement que je veux obtenir, parce qu'en fait, j'en sais rien si je l'obtiendrai, mais je vais là parce que c'est ce que j'ai envie de vivre et c'est qui j'ai envie d'être. Et je trouve que c'est une posture qui épuise moins. Parce qu'en fait, peu importe le résultat, même si ça marche pas, ton truc, tu dis, c'est pas grave, en fait, j'ai vécu ce que je voulais vivre. Et puis, ça fait que je suis fier d'être cette personne-là.
qui agit dans ce sens-là. Et t'as ça. Après, j'ai été chercher un peu dans les philosophies orientales et tu vois, dans le Tao, qui réfléchit vachement sur ces questions-là de quelle est notre place, est-ce qu'on voit le réel, etc. Tu as une phrase qui est marrante, qui est plutôt du Japon, qui est exister sans l'angoisse de devenir. Tu vois, tu as des réflexions aussi de la Bhagavad Gita, là, qui est le livre hindou, qui est celui qui sait voir l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction, celui-là est sage entre les hommes. Tu as aussi plein de références aussi sur par rapport à cette injonction à l'action à tout prix. Est-ce qu'il n'y a pas une posture que tu peux avoir qui fait que tu essaies d'ajuster ton jeu personnel quotidien? Tu essaies puisque finalement c'est la seule chose que tu peux faire, puisque tu n'as pas pris sur autre chose, de travailler à la connaissance de toi, de travailler à la relation, au lien avec les autres, au lien éventuellement avec le monde, à ta perception du monde, etc. Et agir là où ça résonne pour toi, là où tu veux pousser, mais sans avoir totalement en se mettant un peu à distance, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le stoïcisme aussi. C'est cette prise de recul par rapport à ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. C'est cette idée qu'il y a des choses qui nous échappent totalement et c'est arriver à faire la distinction entre ce qui nous échappe, ce qui ne nous échappe pas et se concentrer sur là où on a vraiment du pouvoir. Donc t'agis, mais voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien la métaphore du jeu aussi. C'est en te rappelant que est-ce que tout ceci est bien sérieux, quoi. Et voilà une proposition qui résonnera peut-être chez certaines personnes, qui moi pour l'instant je peux te donner un exemple sur comment je me l'applique à moi-même si tu veux, parce que s'il te plaît, ouais, vas-y. Ouais. déjà c'est pas facile à faire au quotidien, parce qu'on est tous pris dans le quotidien et ça s'appelle la sagesse en fait, tout ça c'est tous ces trucs-là arrivent à faire du stoïcisme, c'est un énorme boulot. Mais moi, le truc que j'essaie de faire, alors dans les relations aux autres, dans les relations avec mes filles, essayer tu vois, de gérer, de distinguer quand est-ce que je suis emporté totalement par l'émotion, quand est-ce que je suis pas à l'écoute, etc. Donc de travailler sur le niveau d'écoute. Ça, en vrai, c'est pas facile. J'en parle d'ailleurs dans le livre, hein, tu vois, le fait que rarement on écoute bien. Souvent, on écoute pour réagir tout de suite, tu vois. Non, laisse un peu plus parler et tout. S'écouter soi aussi, comprendre ses réactions. Et puis après, le truc que j'essaie de faire moi, c'est par exemple de sortir de la course au toujours plus. C'est-à-dire que même en ayant quitté mon boulot il y a quelques années, en m'étant mis sur un projet qui me tient plus à cœur, de curiosité, tu vois. Moi, je fais ça parce que je suis curieux plus que pour convaincre des gens de quelque chose, c'est que j'ai soif de connaissances. Tu retombes vite en fait dans le jeu de l'audience, par exemple, dans mon cas. Ah bah oui, il me faut plus d'audience, plus de likes, du coup, il faut que je fasse plus d'épisodes, faut que je convainque plus de gens, faut que je travaille sur tout un tas de trucs. Et tu vois, là, un truc que j'ai décidé récemment, c'est de me calmer par rapport à ça. De dire, OK, j'arrive à en vivre, ce qui est déjà exceptionnel. Je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Tu vois, c'est juste suffisant pour payer les factures, etc. Donc, mais j'essaie de sortir de cette course, de me dire, mais en fait, c'est juste incroyable de pouvoir être libre, d'avoir du temps. Donc, je vais pas me forcer à mettre un épisode toutes les semaines. Je reste sur un épisode tous les 15 jours. J'essaie de me détendre par rapport, je regarde plus les métriques, je regarde plus les trucs comme ça, et j'essaie de pas re-rentrer dans une nouvelle course d'un autre genre. Et de ralentir, de passer plus de temps. J'en parle un peu, tu vois, c'est d'essayer de ralentir, d'essayer de moins me précipiter, de gagner en qualité de vie, de gagner du temps plutôt qu'autre chose, quoi. Plutôt que de la reconnaissance, plutôt que du statut, etc. Et en fait, c'est super dur. Super dur. Donc, il faut aussi se détendre par rapport à ça. C'est que c'est un processus. Et encore une fois, il y a plein de fois où on est pris dans des structures qui ne nous permettent pas de le faire. C'est aussi ça la dureté de notre société. C'est-à-dire que même quelqu'un qui voudrait juste plus de temps et se détendre, tant que tu n'as pas le financier qui joue, tu as une tension énorme. Énorme. Donc voilà, c'est pour ça que ça vaut le coup de réfléchir aux modèles de société qui te permettent d'avoir
des assistances qui permettent dans l'idéal aux gens d'avoir plus de temps. Ouais, m'a dit comme ça, c'est intéressant, ouais, ça fait réfléchir. Bah écoute, ouais, je te propose de faire une petite conclusion et en fait, je dois t'avouer que ce qui m'a un peu soufflé à la fin du bouquin, et je pense que ça va être une remarque, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais en gros, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses que tu expliques dans le livre qui recoupent avec ce que moi j'ai appris en faisant ce podcast, donc déjà 80 épisodes. Et en fait, le côté un peu flippant, je trouve, c'est que j'ai l'impression que ça suggère que il y aurait une sorte je sais pas comment dire, de socle commun de connaissances pour comprendre le monde. En fait, j'ai limite l'impression qu'on pourrait créer une matière à l'école. Enfin, je trouve que tu as bien synthétisé certaines choses. Et je crois qu'à un moment, tu dis que ton podcast, ouais, il traite de la Terre, la société et l'individu. Et je trouve que c'était une belle manière de résumer ça. Et je sais pas si tu peux réagir là-dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est une matière à part entière, en fait, ce que tu as fait, et que limite, ça pourrait être un package qu'on pourrait pousser vers les gens. J'ai mis beaucoup de temps à trouver justement la métaphore du jeu, et je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Ouais. Parce que ça permet de connecter tous les sujets entre eux. C'est-à-dire que tout est ramené, enfin toutes les questions se ramènent à ce questionnement sur ce qu'on va faire en tant que société, en tant qu'individu. Toutes les questions politiques, c'est autour de qu'est-ce qu'on fait en commun. Quelles sont les règles du jeu qu'on s'impose pour notre société? Quelles sont les lois qu'on va voter concrètement? Tu vois? Toutes les réflexions individuelles aussi. Tu vois? Et que ce soit développement personnel, c'est je vais essayer de mieux me connaître et de me hacker en gros, de reprendre la main sur ma vie, c'est-à-dire de reprendre la main sur mon jeu au quotidien. Soit en faisant de la psy pour soulever un bout de notre inconscient, soit en acquérant de la connaissance sur des règles fondamentales applicables à tous. Tu vois, par exemple. C'est ça, ouais. Si on est mieux physiquement dans son corps, on est mieux dans son esprit. Ah bon? Ah ouais, ok, du coup, j'ai commencé à faire des pompes et tout, c'est vrai, je savais pas ça, etc. Ouah, tiens, si on faites attention à votre alimentation, parce que c'est important, nanana. Ah ok, je vais faire attention, tu vois. Mais en fait, c'est de la connaissance. Ouais. Pareil, petite digression, là, j'ai une équation que j'aime bien, j'ai mis dans ma dernière newsletter, qui est le pouvoir d'agir égale une connaissance juste plus des ressources. Sans ressources, tu peux pas faire grand-chose. En tout cas, tu diminues ton pouvoir d'agir sur le monde. Et sans la connaissance juste, tu te gourres. Tu fais des grosses erreurs. Encore une fois, voilà, si tu sautes de 3e étage en te disant « je vais voler », tu as une mauvaise connaissance des lois de la physique. Et il y a ça tout le temps. Donc, moi, j'essaie de participer à cette connaissance plus juste. Et donc, il se trouve qu'il y a un certain nombre des règles du jeu qui nous sont accessibles, en fait, quand on les regarde. Donc, encore une fois, il y a toutes les disciplines scientifiques. Pour les fans de connaissances, il y a quand même plein de choses qu'on sait avec un grand niveau de certitude qui fonctionnent, les lois de la nature. Et quand je parle du système Terre, de la connaissance du système Terre, c'est ça, en fait. C'est OK, comment fonctionne le système Terre? C'est quoi les lois de la physique? C'est quoi les lois du vivant? C'est quoi le fonctionnement du climat? Etc., etc. Et pareil pour la société. Et pareil donc pour l'individu. Donc c'est pour ça que ces 3 niveaux sont intéressants, parce que tout ça est imbriqué. Et en fait, je trouve que moi, mon approche, en fait, c'est ce qu'on appelle la systémie. Donc c'est cette idée que tout est imbriqué et que tout est un peu lié.
la systémie, tu vois, si tu reprends cette phrase de donner l'amidose, en fait, pour l'expliquer, qui était que, en gros, parce que tu connais 1, tu crois que tu connais 2 parce que 1 plus 1 et 2 font 1 et 1 font 2, pardon. Sauf que tu oublies qu'il faut aussi que tu connaisses le et. Ah oui, d'accord. Mmh. Donc en gros, ça nous fait réfléchir à notre tendance qu'on a à tout séparer, à tout diviser Ouais, c'est et à intéressant. penser que parce qu'on connaît les parties d'une chose, on va comprendre le fonctionnement d'une chose. Ça, c'est Donc hyper intéressant. un Mmh. corps, tu peux comprendre le fonctionnement du corps, tu peux connaître le fonctionnement du cœur, du foie, des poumons. C'est pas exactement ça qui va te dire, ça ne suffit pas pour savoir comment fonctionne ton corps en entier. Et c'est pareil sur l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, typiquement, la science climatique, c'est une science systémique. Ça essaie de regarder Mmh. les dynamiques de rétroaction, comment la concentration de tel gaz dans l'atmosphère va avoir une influence sur la chaleur du climat, comment les rayons du soleil sont réfléchis de telle manière, etc. Donc, il y a tout un tas de choses et c'est extrêmement complexe. Et on commence juste à comprendre un peu, à arriver à modéliser un petit peu, avec une grande marge d'erreur, mais à modéliser un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est regarder justement quels sont les first principles, les éléments fondamentaux qui dirigent le jeu de l'humanité notamment. Et donc, parmi ces éléments fondamentaux, tu as notre quête de puissance, tu vois, par exemple. C'est le jeu de la vie, je l'ai décrit comme objectif numéro 1, c'est rester en vie, et objectif numéro 2, c'est continuer de jouer, et objectif numéro 2, c'est kiffer, c'est-à-dire maximiser son temps de jeu. Ouais, c'est Et vrai. ça, tu le retrouves c'est presque une règle du vivant qui, encore une fois, qu'il y a des intuitions de Spinoza, de Schopenhauer que j'ai cité avant, là, cette espèce de force qui fait que la vie se développe plutôt qu'elle est statique. C'est quoi cette force? Et en fait, tu as quelques principes fondamentaux. C'est le désir de se reproduire, le désir de rester en vie, et tout s'organise autour de ces deux principes fondamentaux. Et le lien entre le désir d'être en lien avec la nécessité d'être en lien avec l'environnement qui est autour. Et tout ça, ça fait une espèce de tissu de la vie. Certains vont lui donner le nom de Gaïa, tu vois, une espèce de y voir même une conscience ou pas, c'est complètement discutable, mais il y a une espèce de projet de vie sur Terre duquel on fait partie, qui vient de très très loin, qu'on a étudié un peu en histoire, si tu veux, mais pas très mal en fait. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, tu vois l'histoire de l'humanité, on a dit, l'humanité a inventé un outil, puis elle a inventé le feu, puis après, il y a eu l'agriculture. Et tu vois, c'est presque une étude des techniques. Euh, Plutôt que de présenter ça, en fait, comme une espèce de quête d'un mouvement, en fait, qui emporte l'ensemble du vivant, qui est ce désir de continuer d'être là. Et l'humanité a fait quelque chose de très étrange, c'est qu'on a inventé une stratégie différente. Étant très fragile en tant qu'espèce, et s'étant mis debout et ayant acquis une forme de conscience, tu sais pas trop comment ça s'est passé, à un moment donné, on a une stratégie de jeu très très différente, qui fait qu'on a commencé à s'outiller. Et en s'outillant, à communiquer avec une forme de langage complexe, etc., en s'outillant, en étant à plusieurs, je vais pas trop faire toute l'histoire de l'humanité, mais en gros, il y a tout un chapitre là-dessus aussi. On a commencé in fine, à dégager une capacité à aller chercher de l'énergie différemment de tous les autres animaux. D'abord avec le feu, puis après avec l'agriculture, et là, on a fait des surplus énergétiques. Et à partir du moment où on a eu des surplus énergétiques, on a commencé à organiser des sociétés complexes. Mais en fait, on est dans ce même jeu-là. Et donc là, aujourd'hui, on est dans le diagnostic que je fais de l'époque, si tu veux, c'est que on a été extrêmement bon au jeu de la vie, tellement bon qu'en fait, on a dézingué tous les autres joueurs, qu'on a pris toute la place, puisque c'est une forme de compétition aussi. On continue de coopérer avec le vivant, hein, tu vois, pour faire pousser des trucs, partout, mais pas tellement bien. Et surtout, on oublie que en fait, ce terrain de jeu a des limites notamment de stabilité. Et donc, à force, on est devenu tellement puissant qu'on a déstabilisé le terrain de jeu, qu'on a détruit une partie des autres joueurs, une énorme partie des autres joueurs, puisqu'on a, voilà, ça s'appelle l'extinction de masse du vivant. Et en plus, on dérègle ces règles du jeu qui étaient stables sur comment fonctionne. Parce qu'il y a des règles du jeu de la physique qui font que le climat, typiquement, quand tu le bouges, tac, tu le dérègles, et ça se dérègle très très vite en fait. Pareil pour les sols, pareil pour tout un tas de choses. En fait, on appelle ça les limites planétaires.
Maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient ce schéma des limites planétaires qui ont été dépassées. Bon, c'est une modélisation d'un système complexe. On s'est dit, bon, il y a un certain nombre de limites à ne pas dépasser. Et si on dépasse ces limites, on rentre on crée des boucles de rétroaction positive et donc on crée de l'instabilité et on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Ouais. Et tout ça, si tu mets pas tout ça en lien, les règles du jeu du vivant, plus notre propre psyché, tu vois, plus nos croyances, plus le développement technologique qui accélère certaines choses, plus les théories des jeux qui font qu'un joueur peut pas arrêter de jouer tout seul, etc. Enfin, si tu regardes pas l'ensemble, tu peux pas bien comprendre ce qui est en train de se jouer maintenant. Et tu peux pas bien réfléchir à ce qu'il faudrait changer pour faire bifurquer la trajectoire. Et moi, j'ai absolument pas la réponse, tu vois. Il y a des réponses théoriques, mais voilà. Après, tout ça est développé dans le bouquin, et puis on va pas te spoiler, mais c'est ça qu'il faudrait apprendre, tu vois. Il faudrait apprendre davantage, enseigner davantage la systémie, le lien entre les choses. Et notamment le lien, certainement, entre l'espèce humaine et le reste du vivant, quoi. Vous connaissez mais apprenez à connaître aussi c'est vraiment pas mal. En tout cas, ouais, merci Julien, c'était très très cool. Évidemment, allez voir du côté de Sismic, allez voir du côté de Le Monde Change et on n'y comprend rien. Merci, c'était top. Merci à toi, merci pour l'opportunité. Puis au plaisir de parler de tout ça là, sur le Discord de Sismic ou dans la newsletter ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a le Discord aussi, ouais. Allez voir de ce côté-là aussi. Allez, ciao. Ciao, merci. Bon, c'était super cool. Ouais, ça va ?